Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, cher ami. Et il y a vos compatriotes qui s'intéressent à certains traits de caractère de votre personnalité, liés à certains événements qui ont marqué certainement votre vie, à savoir votre démission juste après votre élection au poste de maire de Porto-Novo, et puis votre démission en 1998 du poste de Premier ministre. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Commençons par la première partie, la démission du poste de maire. Moi, ce que j'observe par rapport à ce sujet, c'est que ceux qui en parlent, ce sont ou bien mes adversaires politiques, ou bien des personnes qui ne connaissent pas la vie politique dans la cité de Porto-Novo. Et cela a pour conséquence qu'on fait un reproche. Quand on regarde la réalité, ceux qui savent vous diront que j'ai fait ce qu'il fallait faire. Je voudrais rappeler que lorsque nous avons créé le PRD, nous étions deux leaders. Le président Moucharaf Baramassi, paix à son âme, et moi-même. Pour ceux qui connaissent le président Baramassi, c'était une personnalité charismatique, très populaire à Porto-Novo et dans l'ONU. Et donc de nous voir tous les deux dans la même barque pouvait créer des problèmes. Ces problèmes, nous les avons vite réglés de cette façon. Nous avons dit, l'un de nous va briguer la mairie de Porto-Novo et l'autre va briguer la magistrature suprême. C'est un deal que nous avons fait entre nous et nous nous sommes mis à travailler sur ce deal, à partir de ce deal. Donc, Baramassi devait devenir maire de la ville de Porto-Novo, c'était son ambition du reste. Et moi, je devais briguer la magistrature suprême. Et à un moment donné, alors que nous nous préparions aux élections municipales, après le vote de la loi sur la décentralisation, est survenu le décès de Baramassi. Encore une fois, paix à son âme. Ce décès a semé déjà par lui-même le désarroi dans nos rangs. Et beaucoup avaient même déjà prédit que le PRD allait se disloquer parce que celui qui est considéré comme la locomotive du parti a disparu. Nous en étions là à penser nos plaies lorsque le problème des élections municipales est arrivé. Nous sommes au Bénin. Celui qui devait briguer le poste, c'est Baramassi. Il décède. Et vous me voyez un an après, un an et demi après, m'asseoir dans le fauteuil et dire que je veux prendre ce poste. Première interrogation. Je ne pouvais psychologiquement et décemment pas me présenter pour dire je vais être maire à la place de Baramassi. La deuxième raison, je voudrais que vous preniez en compte, c'est que ce qui s'est passé à l'occasion de cette élection municipale est du jamais vu. Nous n'avons jamais vu, de mémoire d'homme politique, une campagne municipale de l'ampleur de celle qui a été déclenchée par mon ami Gaston Jossou, aujourd'hui qui est avec nous dans l'Union Fait la Nation et qui travaille pour notre succès. Gaston Jossou était candidat à la mairie de Porto-Novo, ministre à l'époque, évidemment fortement soutenu par le président de la République de l'époque et le gouvernement de l'époque, sous la bannière d'une association qui s'appelait En Famille. Déploiement de moyens, déploiement de battage médiatique. Partout où vous passiez à Porto-Novo, c'était En Famille. Des t-shirts, des affiches, du tam-tam, partout. Mais à un moment donné, les militants ont pris peur. Le parti a pu se dire, mais avec tout ce qui se déploie, on dirait une élection présidentielle et même davantage. Est-ce que si nous y allons, Baramassi n'étant plus présent,
Si Barmassi avait été là, il n'y avait aucune inquiétude. Barmassi n'étant plus présent. Est-ce que si nous proposons un candidat pour la mairie de Porto-Novo, est-ce qu'il va pouvoir passer? Est-ce que nous n'allons pas perdre cette mairie pour laquelle nous nous battrons depuis un certain temps? Voilà en quel terme le problème. Alors nous sommes réunis. Le bureau du parti s'est réuni, les structures du parti à Porto-Novo se sont réunies. Et c'est à ce moment-là qu'il m'a été demandé de me porter candidat aux élections municipales pour sauver la barque. Donc je n'avais pas planifié d'être candidat aux élections municipales. Je n'avais pas l'ambition d'être le maire de Porto-Novo. Je me suis retrouvé un mois avant les élections dans l'obligation d'y aller pour sauver la place forte du parti. Voilà comment j'ai été. Et il a été convenu au niveau du bureau politique qu'une fois que j'aurais été, une fois que nous aurons gagné, eh bien, je me retirerai pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'on peut décemment faire le reproche de ça? Est-ce que c'était à reprendre, si on comprend bien, si c'était à reprendre, vous allez refaire la même chose? Pour sauver, oui, pour sauver. Mais écoutez, en politique, mais c'est souvent qu'on voit ça. Vous n'avez jamais vu des hommes politiques se porter candidat à un poste pour favoriser l'émergence du parti? Quand des hommes comme dans le passé, des hommes comme François Mitterrand, des hommes comme Jacques Chirac ont brigué des postes, ce n'était pas forcément pour leur ambition personnelle, mais parce que cela permettait de faire la promotion du parti. Donc je me suis présenté, parce que le parti me l'a demandé, parce qu'il fallait que je sois candidat pour que les Porto-Noviens adhèrent à l'équipe municipale. Et, le plus loyalement du monde, lorsqu'on a fini, eh bien, je me suis retiré. J'ajoute qu'à l'époque, j'étais président de l'Assemblée nationale. Est-ce que le parti, c'est pour un seul homme? Que chaque fois qu'il y a une promotion, chaque fois qu'il y a une élection, que ce soit toujours le même qui prenne le devant, qui occupe tous les postes. Donc voilà les raisons. Et je vais vous dire une chose, mon cher ami, parce que j'ai commencé par dire que ce sont mes adversaires qui en parlent, ou alors ceux qui ne connaissent pas Porto-Novo. Normalement, après un comportement comme celui-là, si ça avait été un geste isolé, solitaire, c'est d'abord le parti qui m'en aurait fait le reproche. C'est d'abord les militants qui m'en auraient fait le reproche. Et c'est ensuite les électeurs de Porto-Novo qui m'auraient sanctionné. Or, regardez, depuis cette élection municipale jusqu'à ce jour, les scores que j'ai obtenus à Porto-Novo ont été crescendo. Donc, il ne pouvait pas y avoir meilleure approbation de ce qui a été fait à l'époque. Le seul problème, M. le Président, c'est qu'on rapporte cet événement à un autre événement, celui de votre démission. Absolument. Mais là aussi, cher ami, il s'agit de savoir si on a une éthique. Il s'agit de savoir si on s'assoit dans un fauteuil pour le plaisir d'être assis dans un fauteuil pour dire c'est moi. Non. J'ai accepté d'être le Premier ministre du général Kérékou sur la base d'un livre parce qu'il y avait certaines choses à faire. Dans la bonne gouvernance, la démocratie et la bonne gouvernance. Sur le plan de la démocratie, je crois que du temps où j'étais Premier ministre, il n'y avait rien à me reprocher. Je ne peux pas tout dire, je suis un homme d'État. Nous avons fait beaucoup de choses, en tout cas dans cette période-là. Il n'y a rien qui ait été antidémocratique, contraire aux libertés, comme on le voit aujourd'hui. Oui, mais il y a beaucoup qui me reprochent que ce poste-là n'était pas prévu dans la Constitution. Mais regardez, cher ami, en droit comme en fait. D'abord en droit, je n'ai pas été nommé sans qu'un avis de la Cour constitutionnelle ait été donné. La Cour constitutionnelle a pris une décision à la demande du président Kérékou. Cette décision lui a été notifiée, m'a été notifiée avant que je ne sois nommé. Deuxièmement, regardez la pratique. Tous les chefs d'État que nous avons eus jusqu'ici ont toujours eu un Premier ministre ou deux Premiers ministres. L'actuel en a deux. Ah bon? Oui, c'est ce que je constate. L'actuel en a deux. Bon. Et quand je lis les programmes de ceux qui s'annoncent, je vois qu'il est déjà demandé un poste de Premier ministre au pouvoir renforcé. Vrai ou faux? Premier ministre au pouvoir renforcé. Ça veut dire donc que c'est une utilité. Oui, mais ça ne fait pas partie des projets de l'UN, de la coalition qui vous porte pour les élections prochaines. Disons que c'est un sujet dont nous n'avons pas discuté. Mais je dis que c'est un besoin qui s'exprime. Doit-il être satisfait? Ne doit-on pas tenir compte
de la situation particulière de notre pays, je n'en sais rien. Mais toujours est-il qu'au moment où la chose a été faite, c'était à la suite d'un deal avalisé par la Cour constitutionnelle de notre pays qui a dit oui, on peut nommer un Premier ministre dès lors que le chef de l'État ne se débarrasse pas de certaines prérogatives que la Constitution ne l'autorise pas à abandonner. Et je suis allé au gouvernement du président Kérékou, le plus normalement du monde. Alors, si vous voulez parler de la démission du président du gouvernement, je vous ai dit tout à l'heure que nous y étions allés, deux, parce que nous pensions que c'était nécessaire pour la démocratie et les libertés. Après tout, le président Kérékou avait un passé un peu sulfureux. Donc, de ce point de vue-là, donc il fallait quand même que nous y allions pour baliser, pour être sûr qu'il n'y aura pas un retour en arrière. Et je crois que de ce point de vue, ça a été un succès. Le président Kérékou a été exemplaire, aussi bien pendant son premier mandat que pendant son deuxième mandat. Pourtant, vous étiez parti. Oui, alors la deuxième raison pour laquelle nous sommes partis, c'est la gouvernance, la bonne gouvernance. Nous sommes rentrés dans ce gouvernement parce que nous étions attachés à la bonne gouvernance. Et nous nous sommes rendus compte, en cours de route, que la bonne gouvernance n'existait plus. Et ce n'est pas une décision que Adrien Ngouilly a prise toute seule. Nous sommes allés à Boycon, à un congrès du parti, où nous avons fait le bilan de notre présence au gouvernement. Et à ce congrès, nous avons voté une résolution dans laquelle nous disions que sur certains dossiers, le dossier Sonapra, la gestion ne nous convenait pas, le dossier Sonacop, la gestion ne nous convenait pas, le dossier de la crise énergétique, la façon dont c'était géré, ça ne nous convenait pas. Et le congrès nous a demandé de quitter le gouvernement. Et vous avez constaté que c'est tous les quatre, unanimement, il n'y a pas un qui n'est pas signé. Tous les quatre, nous avons démissionné du gouvernement. Dois-je citer les noms des ministres? Il y avait Tidjani Serpos, il y avait Timothée Zanou, il y avait Fassassi Kamarou, il y avait moi-même. Nous sommes partis tous les quatre. On n'a jamais vu ça au Bénin. Donc ce n'est pas sur un coup de tête que nous avons démissionné. Nous avons démissionné pour rester conformes aux valeurs éthiques que nous poursuivions, que nous défendions en rentrant dans ce gouvernement. Voilà. Par conséquent, je n'ai aucun regret de ce point de vue-là. Et ce dont le Bénin a besoin aujourd'hui, c'est des hommes politiques, des ministres, qui disent non, ça suffit. Sensag, ICC, groupe, machine agricole, etc., etc. Et personne ne démissionne. On est là, on est content, parce qu'on est ministre. Par conséquent, je vous dis, ce reproche-là, je ne l'accepte pas. Nous avons fait ce que nous devions faire parce que nous étions attachés à la bonne gouvernance et nous avions constaté que même si nous restions 1 an ou 2 ans de plus, cela n'aurait rien changé. Alors autant partir. Et si vous voulez, je ne sais pas pourquoi on s'accroche seulement à ça. Ma vie n'a pas commencé en 98. Ma vie d'homme public a commencé un peu plus tôt. En 72, qu'est-ce que j'ai dit? Non, en 68, quand je suis rentré de France, je suis rentré en 67. J'ai été nommé, dès que je suis arrivé de Paris, j'ai été nommé procureur de la République à Cotonou. Commissaire du gouvernement auprès du tribunal militaire d'exception. Et ce tribunal d'exception a été mis en place par qui? Par le gouvernement des jeunes cadres, le gouvernement militaire des jeunes cadres, avec l'objectif de sévir contre la corruption et la prévarication. Et à peine une semaine après ma nomination, le garde des Sceaux qui m'a nommé a été lui-même attrait devant ce tribunal. J'ai pris le dossier, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait que la lettre par laquelle le chef du gouvernement, père son âme, me demandait de poursuivre son collègue, l'intendant militaire Chasse. J'ai pris le dossier, j'ai dit, mais monsieur, mon colonel, il n'y a rien dedans. J'ai eu pour toute réponse, vous devez requérir 20 ans d'emprisonnement contre lui. 20 ans d'emprisonnement pour un dossier où il n'y avait même pas un procès verbal. J'ai mené l'enquête. Rien. Nous avons été à l'audience publique, il y avait 12 avocats. Il y en a qui étaient venus de France, qui étaient venus d'Abidjan, de Togo, partout. Et moi, à 27 ans, 28 ans, devant tout ce monde-là, j'ai requis selon ma conscience. J'ai dit, il n'y a rien dans le dossier,
même pas un procès verbal. Par conséquent, je vous demande d'acquitter Chasse. Je n'ai pas été suivi. Ils se sont retirés parce que le tribunal était composé de 11 militaires et un civil président. Ils se sont retirés, 20 minutes après, ils sont revenus, 20 ans de prison. Vous croyez que je vais rester? Non, notre pays a besoin de magistrats, d'hommes politiques, ayant cette conscience-là de leur devoir. J'ai donné ma démission parce que je ne voulais pas, en restant dans ce tribunal, cautionner un acte pratiquement criminel, de faire enfermer pendant 20 ans quelqu'un contre lequel il n'y a aucune preuve. Et tenez-vous, mon cher ami, parfois c'est bon de le faire, de se comporter comme ça. Le désarroi a été tel que le gouvernement a été obligé, 2 semaines après ma démission, de dissoudre le tribunal et de libérer tous ceux qui avaient été arrêtés. C'est des choses qu'il faut faire. On n'occupe pas un poste. Et je voudrais vous rappeler qu'à ce moment-là, j'avais 27 ans, comme je vous l'ai dit, 27 ans, 26, 27 ans. Je viens d'arriver, on m'a donné une belle villa. Oh, j'étais étudiant au 6e étage dans une chambre de bonne à Paris. J'arrive, je donne une belle villa, une belle voiture, des gardes-corps, commissaires du gouvernement, près du tribunal militaire. Vous ne voyez pas qu'il y a de quoi faire monter la tête à un jeune. Je suis parti de là. Je suis devenu avocat. J'ai travaillé pour gagner ma vie. Et ma conscience était libre, tranquille. Et voilà ce que j'ai fait. Donc je ne suis pas prêt de me reprocher ces choses-là. Et si vous voulez que je continue l'histoire, je vais vous la continuer parce que c'est bon que les gens le sachent. J'ai quitté. Je suis devenu avocat. Et vous savez ce qui s'est passé? À ce moment-là, le gouvernement se renverse. Quelque temps après, le chef du gouvernement qui m'avait demandé de faire condamner Chasme à 20 ans d'emprisonnement, ce chef de gouvernement a été lui-même arrêté pour atteinte à la sûreté de l'État. Et j'étais dans mon cabinet d'avocat tranquillement, lorsque sa famille arrive et me dit de le défendre. Ah, le défendre? Vous voyez, ça n'arrive pas qu'aux autres. J'ai accepté de le défendre. Mais le coup, c'est que, à peine ils sont sortis de mon cabinet, quelqu'un d'autre arrive. Savez-vous qui c'est? L'intendant militaire Chasse. Le gouvernement venait de le nommer président du tribunal qui devait condamner le chef du gouvernement. Le gouvernement l'a nommé président de ce tribunal pour juger celui qu'il avait mis en prison. Et il est venu me demander conseil. Maître, c'est grâce à vous que j'ai retrouvé ma liberté et mes grades. Voilà, mon adversaire, on me le sert sur un plat, qu'est-ce que je fais? Et je lui dis, excusez-moi, monsieur l'intendant, mais à vue d'œil, on veut se servir de vous. Parce qu'on sait que vous avez de la haine contre Condé, il vaut mieux que j'appelle son nom. On veut se servir de vous pour lui régler un compte. N'acceptez pas. Malheureusement, je n'ai pas été écouté. Il a accepté le poste et bien évidemment, Condé a été condamné à la peine de travaux forcés à perpétuité. Et il a été libéré avec l'avènement du GMR du président Kény. Donc c'est pour vous dire que dans la vie d'un homme public, il y a des moments où il faut savoir faire face. Il faut savoir assumer ses responsabilités et dire non quand il faut dire non. Par conséquent, 20 ans, 30 ans après ces faits-là, je ne suis pas prêt de les regretter. Si je comprends bien, Monsieur le Président, pour vous c'est une question de moralité que vous essayez de faire connaître aujourd'hui à vos compatriotes. Oui, ça me paraît nécessaire. L'exemple que je viens de vous citer, dites-le moi, posez la question aux jeunes, dites, voilà ce qu'il a fait à l'époque. Est-ce qu'il aurait dû faire ça? Non. Le dernier cas que vous avez, est-ce qu'il aurait dû faire ça? Est-ce qu'il aurait dû se taire et qu'on enferme un homme qui n'a rien fait pendant 20 ans pour régler des comptes? C'est ça ma vie aussi. Merci, Monsieur le Président, d'avoir accepté de lever un coin de voile sur ces quelques traits
de votre personnalité qui n'était pas connue du grand public. On espère que vous êtes bien compris auprès de votre compatriote. Une fois encore, je vous remercie. Merci.